Dès sa construction au début des années 2000, l'A89 est la première infrastructure autoroutière à répondre à de nouvelles exigences et de nouveaux standards en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. Une nouvelle donnée que les ingénieurs, maîtres d'ouvrage et ouvriers mettent désormais au cœur des process et des prises de décision. C'était vraiment un projet phare en matière d'environnement, parce que c'est vraiment des premières fois où, à cette échelle-là, on a travaillé avec quelque part nos opposants. Et ça, c'était une grande première, notamment les gens qui font partie des associations de protection de la nature. Qui sont venus dans le poste de pilotage avec nous, et on a travaillé ensemble à faire l'autoroute la mieux intégrée, celle dans laquelle on a mis tout le savoir en matière de génie écologique pour faire une autoroute la moins impactante possible. Alors très concrètement, ça passe par des ouvrages. Pour l'eau, ça va être des ouvrages hydrauliques, plus ou moins grands. Pour la faune, les techniciens vont analyser le territoire et vont comprendre comment il fonctionne très finement. Et on va créer pour chaque usage des ouvrages spécifiques. On traverse un territoire, certes, Homo sapiens habite, l'homme habite ce territoire, mais également des tas d'autres espèces animales. Donc pour leur permettre de continuer à se déplacer correctement, traverser notamment l'autoroute sans se faire écraser, on construit des passages à faune. Aujourd'hui, courant sur l'ensemble du réseau autoroutier français, c'est sur l'A89 que ces passages grande faune, dits aussi écoponts, ont été mis en place à une telle échelle, contribuant à faire de cette autoroute un véritable laboratoire d'ingénierie écologique. Ils apprennent à repérer ces passages et à l'utiliser. Alors on le sait parce que tous les passages ont été suivis 3 ans à l'aide de pièges photographiques. Donc là, c'est la preuve par l'image. Non seulement la preuve par l'image, mais également la connaissance des espèces qui utilisent ces passages. Aujourd'hui, avec le recul que l'on a, on sait qu'une quarantaine d'espèces, des plus petites comme les reptiles jusqu'aux plus grandes comme le cerf, voire le loup, utilisent ces passages à faune. Tout ça, ça constitue la transparence de l'autoroute. L'idée, c'est que le territoire continue à pouvoir fonctionner après la construction de l'autoroute comme il fonctionnait avant. Comment concilier en permanence infrastructure d'envergure et préservation de l'environnement, et sans le moindre compromis? C'est l'équation complexe à laquelle répond pourtant pleinement le tunnel de Viollet. Entre les départements de la Loire et du Rhône, long de 4 km, c'est le 8e tunnel le plus important de France. Sa création a nécessité un chantier hors norme. 4 années de travaux, 2 ans pour les dégagements, la création des pistes d'accès, le creusement. Autant pour réaliser l'étanchéité, le revêtement et les chaussées. Plus d'1 million de mètres cubes de terre déplacés. Des centaines de personnes en permanence sur le chantier, totalisant plus d'1,5 million d'heures de travail. Quand on parle d'un tunnel, on parle d'un ouvrage exceptionnel. C'est un ouvrage qui est complexe, qui est difficile à réaliser, qui est même dangereux à réaliser. C'est toujours une opération considérable. Le tunnel de Viollet, il est exceptionnel aussi par sa longueur, puisque c'est un ouvrage qui fait près de 4 km. Il comporte 2 tubes, donc ça fait 8 km de tunnel. Au total, c'est plus d'1 million de mètres cubes de matériaux qu'il va falloir excaver, c'est plus de 400 000 mètres cubes de béton qu'il va falloir ramener, ce sera 600 ou 700 personnes qui vont travailler jour et nuit pendant toute la semaine, voire même une partie du week-end, pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est une opération qui est exceptionnelle de ce point de vue-là. Un ouvrage exceptionnel, pour un contexte et une géologie qui le sont tout autant. La montagne qui doit être traversée contient divers types de roches et de sédiments aux densités et qualités très hétérogènes. Autrement dit, un véritable chaos que les ingénieurs, géologues et miniers vont pourtant devoir décrypter avant d'opérer. Ce contexte géologique finalement complexe, avec beaucoup d'incertitudes et puis une grande variabilité des formations que nous allons rencontrer, ça a effectivement une influence importante sur les méthodes de construction qu'on va choisir, sur le niveau de risque finalement qu'on aura en fonction des méthodes. Donc cette hétérogénéité nous fait aller plutôt vers une méthode dite conventionnelle, de creusement à l'explosif, à la pelle mécanique, on va dire des méthodes de creusement plus traditionnelles. La technique classique par explosif va permettre d'attaquer les 2 tunnels par leurs 4 extrémités simultanément. Les tubes de 4 km de long chacun vont être positionnés parallèlement avec un écartement moyen d'une vingtaine de mètres afin de relier les tunnels entre eux par des coursives de sécurité qui permettront d'évacuer les usagers en cas d'accident ou d'incendie.
Puis l'avantage de la méthode conventionnelle, c'est qu'elle est très souple, très adaptable. Le tunnelier, c'est une méthode, c'est le tunnelier. Une fois que vous l'avez conçu, vous réalisez l'ouvrage et vous êtes confronté à la variabilité, il faut vous adapter. Et c'est parfois difficile parce que le tunnelier a été conçu une fois pour toutes. La méthode conventionnelle, elle s'adapte. On arrive à adapter nos modes de creusement, nos modes de soutènement, ce qui nous permet de soutenir l'ouvrage qu'on construit. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on fait ce choix-là, qui est un choix structurant, de réaliser le tunnel en méthode conventionnelle. Afin de préserver les eaux de surface, les ingénieurs décident de renoncer à un tracé droit, plus facile techniquement, au profit d'une tête biaise. L'approche consiste à attaquer la montagne de biais plutôt que de front, rendant ainsi les opérations beaucoup plus longues et compliquées. Si on avait fait un tracé dans une logique technique pour faciliter l'ouvrage, on n'aurait pas fait le tracé qu'on a fait. Le tracé qu'on a fait, il a cherché justement à éviter complètement le réseau superficiel. Voilà. Donc dès le début, l'eau et je dirais tout l'environnement qui est associé, c'est un souci majeur de ce projet-là. Et je dirais ça impacte les techniciens que nous sommes et nous rend, on va dire, la vie plus difficile, mais c'est un parti pris assumé jusqu'au bout. L'eau ne se trouve pas qu'en surface. Dès les travaux exploratoires, les équipes s'aperçoivent que l'intérieur de la montagne en est gorgé. C'est un chantier complexe et à haut risque qui s'annonce. Quand on rentre dans un souterrain, je vous parlais de l'incertitude géologique et géotechnique, mais une autre incertitude très forte, c'est la présence d'eau, parce que l'eau dégrade les matériaux, quand ils sont un peu altérés, ça transporte des matériaux, ça rend le chantier difficile, et puis on a aussi peur d'avoir des charges d'eau, ce qu'on appelle des débourrages, qui déstabilisent le front. Ah, donc l'eau, c'est l'ennemi du mineur, en général. Et puis, là aussi, on avait une contrainte supplémentaire, il fallait qu'on gère ce qu'on faisait de cette eau à l'extérieur. Pour ne pas rejeter des eaux de mauvaise qualité, 8000 mètres de conduites provisoires sont mis en place vers 2 stations de traitement en sortie de tunnel, équivalentes en capacité à une ville de 15 000 habitants chacune. 4 km de canalisation supplémentaires rejetteront l'eau traitée loin des sites sensibles. Recycler l'eau, mais aussi recycler la roche. Au fur et à mesure que le sédiment est excavé, chaque fragment est prélevé, trié, lavé, puis tamisé. Un vaste laboratoire est installé sur le chantier. Tous les jours, les techniciens testent les échantillons afin de les identifier. Granularité, teneur en eau, dureté, compactage. Une fois leur nature et leurs propriétés connues, les équipes vont alors déterminer comment optimiser ce matériau en l'affectant ailleurs sur le chantier de l'autoroute. Il servira à la création de remblais, de fondations et même d'ouvrages d'art. C'est la première fois qu'un tel processus est mis en œuvre à cette échelle. 9 mois après le début du creusement, les équipes avancent 24 heures sur 24 à la cadence élevée de 30 mètres par semaine, jusqu'à ce qu'un événement majeur se produise. On ne parle pas du tunnel de Violet sans parler de la faille du Gantais. Très tôt, on identifie cette faille parce qu'elle est géologiquement repérable, elle est sur les cartes géologiques du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, donc on sait qu'elle est là, cette faille. Et donc on part, on va dire, avec une crainte, donc on prévoit des choses plutôt sécurisées, des choses un peu lourdes pour traverser cette faille. Et j'ai envie de dire, ça se passe très très bien sur 99% de la longueur, ça se passe bien parce qu'on s'en donne les moyens. Et puis, inévitablement, la mauvaise surprise nous arrive. Le chemin des mineurs croise celui d'une faille géologique majeure, constituée d'un mélange aléatoire de roches dures et de terrains meubles sur une distance de 130 mètres. En quelques minutes, des dizaines de mètres cubes d'un mélange d'eau, de roches et de sédiments se déversent à l'intérieur du tunnel. Les équipes sont évacuées d'urgence et le chantier est sécurisé. C'est un imprévu, dans un esprit mineur, c'est un imprévu, on l'a pris sur la figure, comme on dit. Et donc il faut qu'on trouve là, encore une fois, une solution pour repartir le plus vite possible. Voilà, donc on se met tous autour de la table et on trouve des solutions. On a traité les terrains, injecté les terrains, fait ce qu'on appelle des voûtes parapluies, une espèce de structure métallique, une espèce de parapluie qui va nous protéger. On met des boulons, ce qu'on appelle des boulons, des ancrages en fibre de verre. On transperce le terrain et on met des ancrages dans le front pour pouvoir creuser dans un front sécurisé pour pas qu'il s'effondre. Bref, c'est une opération difficile, mais encore une fois, c'est presque un bon souvenir parce qu'il n'y a pas eu d'impact sur le chantier, sur les collaborateurs, sur les ouvriers. Donc ça, c'était l'essentiel. Et donc voilà, il fallait sortir de cette situation. On s'en est sorti sincèrement au plus vite et dans de très bonnes conditions.
terme de 4 années d'un chantier hors norme, les deux attaques du tunnel se rejoignent finalement en octobre 2012. Le tunnel de Violet sera mis en service 1 an plus tard, en même temps que la Transeuropéenne. Une aventure technique exceptionnelle. C'est aussi pour les habitants du territoire une aventure humaine inoubliable. La construction de la 89, ça a été une vraie aventure. Alors une aventure globale, mais aussi une aventure humaine en fait. Il y avait plus de 2000 ouvriers qui travaillaient. Donc il fallait loger toutes ces personnes, tous ces ouvriers qui venaient travailler, il fallait bien les loger. Il y a des vraies amitiés qui se sont nouées. Quand vous vivez 4 ans avec des personnes, il y a forcément des rapports qui se créent et qui sont vraiment intéressants parce qu'on n'est pas issus du même monde. Moi, je n'y connaissais rien en termes de travaux publics. Donc aujourd'hui, j'en connais un petit peu mieux et on en apprend tous les jours.